Merci beaucoup d'être venues si nombreuses pour parler d'écoféminisme. Et je suis très contente qu'on puisse faire cet atelier sur comment l'écoféminisme sauvera le monde, pour vous donner un peu d'espoir. Et donc je vais d'abord présenter nos intervenantes. Donc on a Aminata Niakate, porte-parole de ELV et conseillère de Paris, et aussi membre du Conseil économique, social et environnemental, donc le CESE, pour l'Union nationale des professions libérales. Merci beaucoup Aminata d'être là et de nous parler de ton expérience et du rapport auquel tu as participé. Pauline Boyer, merci beaucoup d'être là, qui est chargée de campagne transition énergétique chez Greenpeace France. Et Sandrine Rousseau, qui est députée de la 9e circonscription de Paris. Donc avant de donner la parole à nos intervenantes, je voudrais déjà juste vous dire quelques petits mots d'introduction. Le terme écoféminisme a émergé en 1974. Ça a été d'abord nommé par Françoise Daubonne dans Le féminisme et la mort. Et ensuite, il sera repris par des militantes féministes en Angleterre, aux États-Unis, en Inde. Vous avez peut-être entendu parler de Vandana Shiva qui a notamment fait beaucoup pour protéger les forêts, lutter contre les pesticides dans l'agriculture, etc. Et c'est un terme maintenant qui émerge de plus en plus en France, notamment. Et en fait, peut-être chacune de nos intervenantes va dire ce que ce terme représente pour elle, mais ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une grille de lecture qui permet d'analyser les différentes oppressions comme appartenant vraiment à un même système de violence. Et c'est une grille de lecture qui nous permet de penser les différentes formes d'oppression sur le vivant, sur la planète, avec aussi les violences qui sont faites aux femmes, les violences patriarcales. Et donc nous, à ELV, comme vous savez, on est un parti écoféministe, et donc ça me semblait important d'avoir une table ronde sur ce thème. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, bien sûr, de vivre nos valeurs, et aussi qu'est-ce que ça peut nous apporter d'avoir cette grille de lecteur, et quelles clés et quelles solutions ça peut nous apporter dans nos combats et nos luttes pour transformer la société. Donc je vais d'abord donner la parole à Aminata. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'écoféminisme, et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler sur le rapport dont tu vas nous parler un petit peu plus en détail après? Non, pour moi, l'écoféminisme, t'en parlais, c'est des luttes de femmes pour leur habitat, pour leur environnement proche qu'elles arpentent tous les jours. Et donc ce sont des combats croisés, ce sont des combats qui s'entremêlent et très connectés. Et en gros, l'idée, c'est que ce sont les mêmes logiciels qui sont à l'œuvre, les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, qui détruisent la nature et qui exploitent les femmes, et aussi les racisés, enfin les plus modestes. Et l'idée, c'est de dire c'est pas le combat pour l'environnement et le combat pour les droits des femmes ne sont pas dissociables. Et l'idée de faire ce travail, c'est que le mot écoféminisme, comme peut-être le féminisme et l'écologie en son temps, étaient considérés comme un gros mot en quelque sorte, et on a voulu avoir une démarche scientifique, sourcée, parce qu'on en parle depuis à l'international, dès la déclaration de Rio en 92, à l'ONU, il y a des résolutions européennes qui l'étayent, c'est avéré, constaté beaucoup à l'international, et c'est nié dans son existence en France. Et donc on voulait faire la démonstration que oui, les femmes sont plus impactées par les désordres environnementaux, par le changement climatique, que les hommes. Et voilà le sens de ce travail. Merci Aminata. Et Pauline, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être écoféministe, et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour toi dans ton travail et dans ton militantisme? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par une citation de Françoise Daubonne, puisque le terme écoféminisme a été proposé pour la première fois par Françoise Daubonne, et assez peu repris en France, mais beaucoup plus aux États-Unis et en Angleterre. Et donc, dans le livre Le féminisme ou la mort qu'elle a écrit, elle dit donc: c'est une urgence que de souligner la condamnation à mort par ce système à l'agonie convulsive de toute la planète et de son espèce humaine, si le féminisme, en libérant la femme, ne libère pas l'humanité tout entière, à savoir, n'arrache pas le monde à l'homme d'aujourd'hui pour le transmettre à l'humanité de demain. Et donc c'est l'écoféminisme, c'est le monde qui va changer de base. Et c'est, pour compléter ce qu'Aminata a dit, c'est en gros la domination
les violences faites aux femmes ont la même source que la domination et la violence faite à la nature, à l'environnement. Et cette origine, c'est le patriarcat, le capitalisme et le colonialisme. Et donc, c'est quand on pense nos luttes, en fait, on ne va pas se battre pour avoir l'égalité des femmes et des hommes, pour avoir des grands postes au 440 et avoir le même droit à détruire la planète. On va se battre en même temps pour transformer ce système, pour que ces postes, en fait, ils n'existent plus et que on soit dans c'est un peu l'univers de la création, de la régénération et de creuser en fait jusqu'à la racine et pas seulement d'avoir les symptômes d'un système qui est malade. Donc, pour moi, le féminisme, c'est ça, et l'écoféminisme. Et en gros, moi, mon cheminement, c'est je suis devenue militante climat. Et c'est en tissant tous les enjeux qu'il y a entre eux que je me suis rendu compte qu'il fallait être féministe. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer le monde sans y être, comme on ne peut pas faire changer ce système sans être antiraciste et contre toute forme de discrimination. Et après, ce terme écoféministe est intéressant, je trouve, parce qu'il permet de générer un peu des débats et de dire, mais en fait, toutes nos luttes sont liées. Et si on avance en silo, on ne va changer qu'une variable du système, alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'ajuster beaucoup de curseurs pour rétablir ce qu'on pourrait appeler l'équilibre du monde. Merci. Et Sandrine, du coup, pour toi, c'est vrai que pendant la campagne des primaires écologistes de 2021, tu as notamment participé à, je pourrais dire, peut-être faire réémerger ce terme et qui t'as participé à faire en sorte que ça ait plus d'ampleur en France. Et pourquoi est-ce que c'était important pour toi de le nommer et qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être écoféministe? Bonjour à tous et toutes, à toutes celles que j'ai pas vues, tous ceux que j'ai pas vus. Pour moi, l'écoféminisme, vous l'avez très bien dit, c'est un système d'oppression systématique. Mais surtout, pour moi, le plus de l'écoféminisme, c'est de comprendre que notre richesse est intrinsèquement le résultat de ce système d'oppression sur la planète et sur les humains. Et qu'en fait, on ne pourra pas changer de système, de niveau de société, d'organisation de la société, si on ne comprend pas en même temps la question écologique et la question des oppressions sur les humains. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Et que notre richesse est directement liée à cela. Elle a commencé par des oppressions. L'espèce d'accumulation première, c'est l'esclavage et les profits issus de cet esclavagisme. Et qu'en fait, tout cela n'a été que amplifié et développé par la suite. Et qu'on a notre système capitaliste tel qu'il est actuellement est pétri, nourri, est tellement intimement lié à l'oppression qu'en fait, on ne peut pas dissocier les deux. Et ça, pour moi, c'est très important de le poser comme ça, parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de transformation écologique d'ampleur dans un système capitaliste tel qu'on le connaît actuellement. Et on peut essayer de se dire qu'on va chercher des innovations technologiques, des bidules qui vont nous sortir de l'ornière. En fait, tant qu'on n'a pas compris que nous ne pouvons pas tirer notre richesse d'oppression ni de la planète, ni des humains, eh bien, nous ne ferons pas de transformation écologique à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et ça, c'est presque abyssal en fait, c'est presque vertigineux comme réflexion, parce que ça veut dire qu'il nous faut changer radicalement notre mode de vie, mais radicalement aussi notre rapport aux autres et notre rapport aux non-humains. Notre rapport aux humains et notre rapport aux non-humains. Et je pense que dans la bataille écologique qui arrive, et je m'arrêterai là, on est souvent enfermé dans des débats qui consistent à dire qu'il faut tant de kilowattheures de machin ou tant de trucs. Et en fait, ce qu'il nous faut retrouver, c'est la valeur du respect de l'autre, qu'il soit humain ou qu'il soit non-humain. Et ça, en fait, c'est une philosophie de vie. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est nous, en tant qu'espèce, aurons-nous cette intelligence que de repenser notre rapport aux autres et notre rapport aux autres humains de notre espèce? Eh bien, c'est la condition de notre vie sur Terre. Serons-nous à la hauteur de cela? Telle est la question.
Merci Sandrine. Alors Aminata, je vais revenir vers toi. J'ai eu la chance d'assister à la présentation du rapport que tu as fait pour le CESE, donc qui vraiment faisait le lien entre inégalité de genre et la transition écologique et la justice climatique, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez fort de pouvoir entendre de façon très détaillée, très scientifique, méthodique, en fait, finalement, l'argumentation qui tisse ce lien entre ces différentes luttes. Et c'est un travail que tu as conduit, je crois, pendant 8 mois. 15 mois. Voilà. Et de l'entendre dans une instance comme le CESE, c'était assez important. Et j'aimerais bien, si tu veux bien, peut-être nous faire part. Alors, ça va être difficile de le résumer comme ça en quelques minutes, mais vraiment des choses que tu as prises dans ces recherches et les solutions que tu pourrais nous apporter. Pour vous dire, déjà, le CESE, c'est la société civile organisée. Je ne sais pas si vous connaissez tous le CESE, c'est la 3e chambre. Et dedans, il y a une 50aine d'employeurs, le MEDEF, etc., la FNSEA, il y a des artisans, les professions libérales, et ça se dit que j'y suis. Il y a une 50aine de salariés, une 50aine d'associations féministes, solidaires, de l'ESS, et puis 25 associations environnementales. Et ce rapport a été adopté à l'unanimité, alors même qu'en plénière on a prononcé le mot intersectionnalité et écoféminisme, donc c'était engageur. Il y a beaucoup de pédagogie, patriarcat et décroissance, mais on a eu beaucoup de pédagogie. C'était un travail sur le temps long et il a fallu casser les préjugés, etc. On a même eu un débat, on a auditionné d'ailleurs 48 personnes, dont Sandrine Rousseau. Et on a même eu un débat sur oui ou non s'il fallait auditionner Sandrine Rousseau. Et donc ça a été un travail long. J'ai apporté quelques exemplaires du rapport, j'en ai pas pour tout le monde, mais il est téléchargeable sur Internet. Et ce travail, du coup, il est venu d'un contexte avec des chiffres qu'on voyait ci et là et qu'on a voulu rassembler. On constate que les femmes sont surexposées aux effets du changement climatique de manière démesurée en comparaison des hommes. Les plus exposés sont les plus pauvres et 70% des plus pauvres sont les femmes. Les migrants, les déplacés environnementaux sont aussi également majoritairement des femmes et des filles qui, dans leur parcours de migration, sont surexposées à des violences dans les camps où elles peuvent être violées, elles font l'objet de traite dans leur parcours migratoire. Et puis aussi, elles sont plus nombreuses à être victimes quand il y a des catastrophes naturelles. Il y a un chiffre qui m'a choquée, c'est les inondations liées au typhon sur les îles Salomon en 2014. 96% des victimes étaient des femmes et des enfants. Parce que les femmes, elles sont, alors quand il y a un plan d'évacuation, elles ne sont même pas informées, elles ne sont pas associées à l'élaboration de ceci, elles ont moins accès à l'école, etc., donc le déchiffrer, etc. La voiture ne leur appartient souvent à monsieur, elles restent à la maison pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des personnes âgées, et tout ça font que il y a aussi des codes sociaux qui leur empêchent d'apprendre à nager, de pratiquer la nage, et donc elles sont, ou les saris, même des fois parfois de femmes qui les entravent en cas d'inondation, font qu'elles sont les premières à mourir. Et d'ailleurs en France, lors de la canicule de 2003, ce chiffre était assez intéressant. Il y a une surmortalité qui a davantage touché les femmes, plus 70% pour les femmes et plus 40% pour les hommes, parce que les soins, la morphologie des femmes est peut-être moins étudiée que celle des hommes. Donc elles sont surexposées et elles sont aussi trop peu associées à l'élaboration des solutions. Tous les ans, on a les COP qui se tiennent, seulement 35% des membres des délégations étaient des femmes, alors que voilà, ce sont des enjeux importants. Et puis même ailleurs, plus près de nous, sur les emplois des métiers verts, de la transition énergétique, dans tous ces secteurs d'activité où on va devoir faire des efforts pour réduire nos émissions de carbone, les emplois occupés par les femmes,
c'est à hauteur de 18%. Donc les activités extractivistes, l'agriculture, le transport, la construction, qui sont les plus émettrices, sont aussi là où les femmes sont présentes. Et on a observé dans notre rapport que quand elles étaient présentes dans les CA ou à la direction de ces entreprises, il y avait des pratiques un peu plus vertueuses. Mais la réalité, c'est qu'elles sont plus engagées, mais elles sont moins présentes quand il s'agit de décider. Et alors que même qu'elles sont en première ligne des dégradations environnementales, comme vous voyez avec les chiffres que je vous ai donnés précédemment. Donc elles sont aussi les premières actrices avec les luttes notamment écoféministes, évoquer quelques combats, le mouvement des Chipko avec la Shiva, où les femmes embrassaient les arbres pour éviter qu'on les arrache, parce que il y avait des éboulements de terrain avec des glissements de terrain, etc. Donc leurs enfants et elles-mêmes qui racontent le plus que ces terrains-là étaient les premières aussi à en être victimes. Les mouvements contre le nucléaire, c'était des mouvements de femmes, ou même des Nord-américaines qui ne se considéraient pas comme écoféministes, mais qui s'opposaient à l'installation d'usines polluantes dont les produits chimiques déversés rendaient leurs enfants malades. Et ces constats, ils sont faits depuis des années. Et au niveau international, de très nombreux textes internationaux, dont moi j'ai découvert l'existence dans ce travail, reconnaissaient ce lien et cet impact différencié entre les femmes et les hommes confrontés à des désordres environnementaux et au changement climatique. Donc je vous évoquais tout à l'heure la déclaration de Rio de 92. Et dans ce travail, on a exploré un certain nombre de choses, donc des réflexions philosophiques autour de l'histoire de l'écoféminisme. On a tout un certain nombre de constats sur l'impact différencié du changement climatique entre les femmes et les hommes. On a aussi fait un travail pour nous acculturer au sein de la délégation, parce qu'on n'est pas tous sensibles à la question écologique. Et donc on a reçu le GIEC, Valérie Masson-Delmotte, on a reçu l'ADEME, pour nous acculturer aux enjeux de la transition écologique et pour leur poser la question aussi de vous, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez intégré ce sujet ou pas du tout. Et donc force est de constater que non. Non, c'était un non-sujet, etc. Alors même qu'ils ont conscience qu'il y a un impact social, sociétal, et on espère que ça évoluera. On s'est aussi attaché à auditionner les acteurs institutionnels, des collectivités et aussi des acteurs privés qui, via la RSE, prétendent faire des choses là-dessus. L'Oréal, par exemple, on a dessiné L'Oréal qui fait des choses là-dessus, mais qui fonctionne souvent en vase clos. Et donc, du coup, le rapport, il constate qu'il y a une reconnaissance ancienne et documentée du sujet sur le plan international. Donc, je ne vais pas tout lister, mais en téléchargeant le rapport, si vous êtes curieux, vous verrez qu'il y a des chiffres, il n'y en a pas assez. La connaissance vous aide à aller plus loin, mais en tout cas, c'est très, très documenté et reconnu. Mais en revanche, il y a une mise en œuvre concrète des engagements internationaux, y compris de la France, qui a des engagements internationaux, qui prétend avoir une diplomatie féministe, qui ne va pas assez loin, et la réponse n'est pas à la hauteur de l'enjeu, qui est identifié malgré les colibés dont on peut faire l'objet quand on évoque la question de l'écoféminisme. Alors tout à l'heure, je vous évoquais le fait que il y avait un sujet aussi international je parlais de la COP21 et de la sous-représentation. Ah bon, désolée, j'ai pas le réflexe de parler fort. Je vous parlais de la sous-représentation des femmes dans les instances de décision, notamment dans les COP climat. Il y a eu une période assez intéressante, c'est la COP climat. Il y a eu des rencontres pendant le Covid, donc c'était des sessions préparatoires non décisionnaires à distance. Et donc avec un outil de démocratie, on va dire, peut-être plus facile, plus accessible aux femmes. Et c'était non décisionnaire. Et donc là, cette fois-là, il y a eu la parité des délégations représentées. Mais c'était non décisionnaire, etc. Et donc, et ce qui était intéressant, c'est que même quand on avait la parité à ces instances non décisionnaires, 70% du temps de parole était monopolisé par les hommes, même quand la parité était là. Donc c'était assez intéressant à observer.
Et je vous le disais, dans ce rapport, on a aussi évoqué les activités économiques concernées par le changement climatique et la transition écologique. On a observé que les métiers les plus émetteurs, c'était ceux qui étaient les plus masculinisés. C'est ceux où les femmes sont le moins présentes. Dans la construction, 10% des emplois, transport, 22% des emplois, l'énergie, 8%. Il y a une forte sous-représentation des femmes dans ces métiers. Et puis, un dialogue social aussi qui a des compétences depuis la loi Résilience Climat sur les questions environnementales et qui a depuis très longtemps des compétences sur les questions d'égalité professionnelle, qui ne s'empare pas du tout de ce sujet et qui fonctionne en silo. Et sur les entreprises qui prétendent en tout cas faire de la RSE, voire du greenwashing, pareil, un croisement difficile de ces données et L'Oréal, que je ne veux pas flatter, eux ont commencé à le faire parce que dans leur filière, ils ont besoin de l'agriculture. Dans des pays du Sud, c'est souvent les femmes, une très forte proportion de femmes qui occupent ces métiers et pour le moment, pour le coup, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'exploitation de la terre, l'exploitation des femmes. C'était vraiment les mêmes et ils ont commencé à travailler là-dessus. Après, je n'ai pas vérifié ce que ça donne concrètement, mais en tout cas ils prétendent avoir un engagement là-dessus. On a aussi, je vous disais tout à l'heure très vite, des scénarios de transition écologique. Donc la question du genre est un bon sujet. Et puis on a aussi exploré la question de la démocratie environnementale et sur le fait que l'éducation, la formation appréhende aussi en silo ces deux problématiques. Et surtout, on a observé que quand il s'agit de la participation à la décision publique, aucun mécanisme était mis en place pour permettre le recueil de la parole des femmes et donc de prendre une décision qui fait société et qui tient compte de la moitié de l'humanité, de la vie de la moitié de l'humanité. Donc plein de constats, désolée, je vais un peu vite. Et donc, du coup, on fait un certain nombre de préconisations. Et donc, avec un calendrier où on envisage de rencontrer les différents acteurs. On a d'ailleurs commencé à rencontrer les différents acteurs. Donc, je ne vais pas vous les citer toutes, mais elles sont toutes dans le rapport. On propose, par exemple, que lorsque le GIEC produit sa synthèse, son rapport, parfois, ils émettent des rapports spéciaux, donc on demande au GIEC de faire un rapport spécial sur cette question. Sur la question de l'inégalité de l'impact différencié entre les femmes et les hommes face au changement climatique et aux désordres climatiques. Que dans les... Pardon, désolée, j'ai pas le réflexe de parler fort. Que dans les études d'impact de tous les projets concernant la transition écologique, on se pose la question du genre et des conséquences que ça peut avoir sur les femmes. On propose qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, et c'est pas le cas parce qu'on a le nombre de victimes, et alors il y a un observatoire qui recueille ces données qu'on a auditionnées, et c'est vrai qu'ils ne font pas forcément des comptes de il y a tant de femmes victimes, tant d'enfants victimes, tant d'hommes victimes, etc. Et donc on devrait systématiser ce recueil genré de données sexospécifiques lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. On a des préconisations pour veiller à la sécurité des personnes déplacées, notamment dans les lieux où on les accueille. On fait aussi des propositions en droit des étrangers, c'est un peu technique, mais en gros, alors on parle de statut de réfugié climatique, mais en fait c'est un abus de langage parce que la Convention de Genève ne prévoit pas ce critère-là pour protéger les personnes qui fuient leur pays. En revanche, il est arrivé que la jurisprudence accorde un titre de séjour à une personne
qui serait en danger si elle était expulsée dans son pays d'origine compte tenu de sa condition physique, etc. Et on considérait que le CESEDA pourrait évoluer en ce sens. Donc il y a une loi asile immigration qui arrive, peut-être que ça peut être l'occasion d'en parler si jamais elle arrive pour de bon. On fait des propositions sur la question de l'égaconditionnalité dans les politiques portées par le ministère des Affaires étrangères. Les financements sur la transition écologique, sur le climat, qui sont déployés beaucoup par l'AFD qui fait un effort là-dessus, finance énormément des projets portés par des hommes et des projets dont les bénéficiaires sont aussi beaucoup des hommes. Et donc voilà, on aimerait de l'égalité-conditionnalité là-dessus. Et d'ailleurs, on a rencontré le MEAE le mois prochain pour en parler. On voudrait aussi pérenniser les fonds intermédiaires qui permettent, parce que souvent les projets portés par les femmes, c'est des tout petits projets qui sont aussi les plus pertinents parce que c'est vraiment proche du territoire, proche des besoins des personnes qui habitent ces territoires-là, donc notamment les femmes, et les fonds intermédiaires permettent de les libérer de la lourdeur de ce que c'est que de monter un dossier de financement avec des audits qui vont avec. Je sais que vous êtes sans doute dans des associations, vous avez demandé des subventions. C'est extrêmement lourd et c'est vrai que les fonds intermédiaires peuvent aussi être un bon vecteur pour financer ces projets qui sont souvent à l'échelle la plus pertinente et la plus proche des territoires et des bénéficiaires. Voilà, on propose... Oui, c'est un peu long. Je vais peut-être voir si on pourra peut-être revoir les je veux m'assurer que Pauline ait aussi le temps de j'avais presque terminé. Ah bah vas-y, termine. Non, mais juste très vite, voilà, on parle de budget sensible au genre parce qu'on en parle beaucoup, mais en vrai, concrètement, on s'assure jamais que 1 euro bénéficie autant à une femme qu'à un homme. La mixité des services chargés de la transition écologique et de l'égalité homme-femme dans les collectivités qui communiquent, qui se parlent, parce que il y a Genève qui le fait, par exemple, mais ailleurs c'est extrêmement rare. De la mixité donc dans les entreprises, et puis surtout beaucoup de formation, d'éducation, et puis un temps démocratique adapté aux contraintes pesant sur les femmes. Voilà. Merci Aminata. Pauline, je voulais te demander si, dans ton travail sur la transition énergétique avec Greenpeace, si tu pouvais peut-être nous parler du rôle des femmes et des mouvements féministes, autant historiques qu'aujourd'hui, dans ces luttes-là, en fait, parce qu'on a vu dans ce que nous a dit Aminata, en fait, qu'il y a vraiment un lien entre l'impact du dérèglement climatique affecte de façon prépondérante les femmes, et pourtant elles ne sont pas forcément associées au processus décisionnel pour apporter une transition écologique, mais pourtant elles sont très souvent les premières à s'impliquer dans des luttes qu'on peut dire écoféministes, et particulièrement aussi dans le secteur dans le domaine de l'énergie. Et voilà, j'aurais voulu que tu puisses nous en parler un peu plus aujourd'hui. Peut-être commencer par un peu un retour dans les années 80 dans des luttes écoféministes qui ont été spécifiquement contre le développement de l'énergie nucléaire en tant qu'arme militaire et en tant que source d'énergie dans le civil. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 28 mars 1979 ? Non. On s'en souvient aussi. Le réacteur numéro 2 de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie a fondu. Le cœur du réacteur a fondu en partie. Et il y a eu un relargage de radioactivité dans l'atmosphère, arrosant largement toute la ville. Et en novembre 1980, et il y a eu une énorme action de milliers de femmes qui se sont avancées vers le Pentagone pour demander l'arrêt de la construction de ces réacteurs nucléaires et l'arrêt de l'utilisation du nucléaire militaire.
il y avait parmi elles Starhawk, qui est une militante écoféministe qui se définit comme sorcière, etc., qui a écrit de nombreux livres, dont Rêver l'obscur, qui raconte bien ce développement de vision aussi de l'écoféminisme et de combattre le pouvoir le pouvoir de domination et d'asservissement pour faire émerger le pouvoir du dedans qui est réintégrer l'humain dans l'écosystème et le féminin dans le masculin, etc. Il y a eu aussi d'autres expériences qui sont assez impressionnantes, comme donc en 1981, la création du camp de Greenham Common. Donc c'est en Angleterre une base militaire dans laquelle l'OTAN veut stocker des missiles Pershing. Et donc il y a un énorme mouvement qui se crée autour de ça parce que en Angleterre, le gouvernement avait fait faire des exercices à la population de réaction en cas de guerre nucléaire, puisque c'était la course à l'armement. Et donc beaucoup ont pris peur. Et dans le livre des femmes contre des missiles, il y a des témoignages de ces femmes-là qui racontent leurs rêves et qui racontent leur manière de se mobiliser. Et très vite, elles ont décidé de faire un camp en non-mixité parce qu'elles voulaient être tranquilles et qu'on arrête de leur dire comment militer. Et cette lutte, elle est intéressante par tous les moyens d'action qui ont été mis en place, où en fait, elles jouaient sur les stéréotypes sexistes, donc elles rentraient avec leur sac de course, il y avait des pinces pour couper les barbelés, etc. Mais on les laissait rentrer parce que c'était des courses. Enfin voilà, elles se déguisaient pour aller marcher sur les silos à l'intérieur du camp militaire. Et elles sont restées 20 ans jusqu'à ce que, donc au bout de 6-7 ans, elles ont, de différentes mobilisations, elles ont obtenu le fait que le gouvernement renonce enlève les missiles nucléaires. Et après, elles ont attendu jusqu'à ce que le camp soit rendu au bien commun, à la communauté. Et donc, elles ont tenu tout ce temps-là. Et dans ces luttes-là, on voit la montée en pouvoir de ces femmes qui non seulement arrivent à leur but on ne veut pas de missiles sur nos terres, mais en plus c'est le développement d'une émancipation et d'une vie un peu différente et d'une recherche de place dans la société qu'on ne leur laissait pas avant et qu'elles prennent. Donc ça c'est aussi une part énorme de ce qu'apporte ce genre de lutte. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup à citer, hein, mais je fais un peu court. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est donc Emmanuel Macron a annoncé la relance du nucléaire. On a tout l'État, la machine d'État qui est en marche. C'est le rouleau compresseur du nucléaire, hein, on fait passer une loi d'accélération, on consulte à peine la population, on fait comme si c'était déjà acté. Et en gros, le débat, il est confisqué par les élites. Hein. On a des gens qui se posent comme sachants et qui expliquent aux autres, et qui sont des hommes principalement. Il y a aussi quelques femmes, mais il y a toujours des femmes qui font le jeu du patriarcat aussi, hein, et qui nous retirent notre pouvoir de citoyen, de citoyenne, pour dire en fait, j'ai pas besoin de comprendre complètement tous les ressorts de l'énergie nucléaire pour décider si c'est bon ou pas comme choix de société. Et donc là, on est vraiment dans ce rouleau compresseur-là, avec ce débat confisqué par des élites qui viennent souvent de l'ingénieur des mines. Donc en fait, les lobbies, ils sont même à l'intérieur de l'État au niveau du nucléaire. Et ce qui explique le retard de la France sur le développement des énergies renouvelables au niveau européen. Tu veux que je... Ouais, vas-y, tu peux y aller. Je veux pas prendre trop de temps non plus. Non, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on fait en gros, aujourd'hui, donc moi je travaille avec une équipe dans Greenpeace, avec le mouvement anti-nucléaire en France qui là vient de relancer une coalition anti-nucléaire parce qu'il y a eu c'était un peu chaotique sur tout ce qui, sur toutes les revendications diverses, etc. On voit que des nouveaux collectifs sont créés. Là, donc, nous sommes à La Hague
Et le collectif Stop Piscine s'est créé en opposition à la construction d'une nouvelle piscine par EDF, donc à La Hague, pour stocker les combustibles irradiés. Et ce collectif-là, il défend un projet de territoire. Donc on n'est pas juste dans l'antinucléaire, on est quel territoire on veut avoir. On a déjà sur notre terre du nucléaire. Et en fait, une fois que le nucléaire est là, il reste pour des siècles et des siècles et des siècles, puisque les déchets radioactifs sont pour certains radioactifs jusqu'à 100 000 ans et pour l'instant, on ne sait pas les gérer. Mais en fait, à partir de maintenant, c'est fini. On n'en veut plus. On veut plus une autre piscine et on veut se réapproprier le territoire et être dans une démarche de régénération. Donc là, on a beaucoup à faire puisque il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés par le gouvernement, par les lobbyistes, par des gens comme Monsieur Jancovici qui dit des choses bien sur le climat, etc., mais a une vision très patriarcale de la société et sexiste de ce qu'il voit dans l'avenir, et surtout ment sur beaucoup de choses, à la fois sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire. Donc on a une dissémination comme ça de fausses informations qui envahissent tout. Et c'est pour ça que c'est important de se poser les questions de pour quelle société on se bat, quels ingrédients on va utiliser pour façonner la société de demain. Parce que si on se laisse convaincre de c'est le moindre mal, en fait, on est mal barré. Parce qu'aujourd'hui, les responsabilités qu'on a dans les décisions qu'on va prendre, et encore une fois, ce ne sont pas des décisions technologiques, etc. C'est un défi organisationnel et c'est un choix politique de société. Parce que dans énormément de rapports sur les scénarios énergétiques, dans toutes les projections, il faut des énergies renouvelables et bien sûr de la sobriété et de ralentir, de faire des économies d'énergie, de ralentir notre rythme de consommation et de garder en tête que, encore une fois, et c'est un peu en lien avec la multidimensionnalité de l'écoféminisme, c'est quand on répond nucléaire à climat, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'on est juste dans l'axe de la décarbonation. Mais en fait, il ne tient pas compte de l'effondrement de la biodiversité, il ne tient pas compte des crises sociales en cours, il ne tient pas compte des inégalités, etc. Donc en fait, l'objectif, c'est d'embrasser tout ça pour défendre une vision et de choisir les ingrédients qu'on va utiliser pour faire ça. Et voilà, et juste, je termine en disant que moi, je me sens vraiment héritière des luttes de ces femmes et de ces hommes, parce qu'il y a énormément d'hommes, bien sûr, qui luttent contre l'énergie nucléaire, contre la prolifération de l'armement nucléaire, et là, on voit qu'on n'est pas en train de réduire, malheureusement, et contre l'utilisation de l'énergie nucléaire à cause du risque d'accidents nucléaires et de tout ce qui en découle avec l'invisibilisation des victimes et sachant que chaque accident nucléaire est encore en cours, ils ne sont pas finis, il y a toujours des gens qui en meurent, qui en souffrent dans leur quotidien, et contre l'idée de pendant 40 ans on va produire de l'électricité pour laisser pendant 1000 générations nos déchets, et ça c'est inacceptable. Merci beaucoup, Pauline. Sandrine, je vais peut-être juste revenir sur le fait que l'année dernière, au moment de ces journées d'été, tu as fait le parallèle entre, personne n'est sans le savoir, la consommation de viande et la virilité. Et voilà, en mettant en lumière en fait quelque chose qui est une réalité, que les hommes consomment 2 fois plus de viande que les femmes, et en fait ce que tu as fait émerger comme finalement quelque chose qui était pas forcément connu de tous et qui a créé une polémique, etc., mais qui a fait nous interroger sur le rapport
à la viande, pas seulement comme quelque chose d'environnemental, mais aussi comme quelque chose qui avait un enjeu féministe aussi. Et donc c'est vraiment finalement ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'écoféminisme et comment penser ces deux choses-là ensemble. Et voilà. Depuis que tu as été élue, tu as aussi continué à porter ces combats. Tu as notamment, il y a un moment très fort, je trouve, à l'Assemblée nationale, quand tu as fait ce signe féministe dans l'hémicycle, qui était... Ouais. C'était voilà, un signe qui avait été notamment en couverture d'un journal du MLF, Le Torchon Brûle. Et je voulais te demander, en fait, qu'est-ce que c'est pour toi d'être écoféministe à l'Assemblée nationale? C'est une lutte de chaque minute. Parce que c'est pas un endroit qui est fait pour les écoféministes, qui n'a pas été pensé pour les écoféministes. Je vais peut-être revenir un peu sur les polémiques parce que... En fait, il y a 2 ans, il y avait eu une polémique en sortie des journées d'été sur moi qui avait été, que j'avais dit je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des ingénieurs qui construisent des EPR. Et cette phrase m'est renvoyée encore tout le temps. Voilà. Et quand j'ai dit ça, en fait, je parlais de l'histoire de l'écoféminisme. Mais évidemment, tout le monde n'est pas au courant de l'histoire de l'écoféminisme. Donc on a soupçonné que j'étais irrationnelle, que j'étais contre la science, alors même que je suis chercheuse. Hein, mais bon, voilà, c'est évidemment tout ça passé à la trappe. Et en fait, il s'est joué quand même dans le nucléaire quelque chose de l'ordre aussi du féminisme. Et ça, tu l'as très bien décrit, c'est-à-dire que la lutte antinucléaire a été aussi une lutte féministe. Et moi, je trouve très intéressant les textes qui ont été produits à ces moments-là, où finalement on s'interrogeait sur la domination par la technique, la domination par la technologie, et le fait que certains s'approprient cette technologie pour imposer aux autres un mode de vie. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Et c'est vrai pour la nouvelle vague de nucléaire, mais c'est vrai aussi, moi, quand j'ai entendu, par exemple, alors on va reparler d'Emmanuel Macron, mais quand je l'ai entendu présenter son plan France 2050, là, ou 2030 d'ailleurs, je ne sais même plus quand ce que c'était, où il disait qu'on allait trouver une solution pour l'agriculture parce qu'on allait envoyer des satellites dans l'espace qui allaient regarder la quantité de pesticides qu'on mettait au pied des betteraves quand on les plantait, et que comme ça, on allait diminuer les pesticides en envoyant des satellites dans l'espace. Et là, tu fais, mais tu nous prends vraiment pour des débiles, ou vraiment, ou en fait, juste essaye d'exercer une domination en fait économique sur les agriculteurs et sur les paysans. C'est ça que tu fais en fait. Et donc tu nous vends un truc, tu nous prends pour des abrutis en envoyant des... Et en plus, c'est pas lui qui les envoie, les satellites, c'est évidemment Elon Musk qui envoie les satellites qui vont surveiller nos plants de tomates et nos plants de chou-fleur. Et donc, en fait, c'est ça, pour moi, ce que j'ai appelé aussi l'androcène, ou les luttes écoféministes, c'est de retrouver du sens et de ne pas donner le pouvoir à d'autres d'agir sur nos vies. C'est-à-dire que si nous parlons alimentation, nous devons parler alimentation locale, résistante, résiliente, mais aussi partagée. Et en fait, l'écoféminisme, c'est les biens communs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le réaffirme, 2 ans après la première polémique, je préfère toujours des femmes qui jettent des sorts à des ingénieurs qui construisent des EPR. Alors, la polémique de l'année dernière, c'était le barbecue. Bon, cette année, je sais pas ce que ça va être encore, parce que des fois, je les anticipe pas complètement. Rage against the machisme. Ouais, c'est peut-être ça. Non, mais l'année dernière, c'était le barbecue, oui. Et là, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'ai posé le caractère viriliste d'un barbecue, avec le fait qu'on faisait cuire la viande pratiquement à main nue, qu'on mangeait le sang. Après, il y a vraiment... Et ça, c'est aussi typique des luttes et d'une histoire et des compétences acquises du milieu militant. C'est-à-dire qu'en fait, le milieu militant, c'est ça très bien. D'ailleurs, quand je l'ai dit, personne n'a été surpris dans les milieux militants parce que tout le monde avait déjà fait cette réflexion-là. Et ce qui m'a fascinée, c'est à quel point, en fait, il y a quand même un gap entre les milieux militants et la population. Parce que quand je l'ai dit, j'ai eu l'impression d'avoir révolutionné la France, quoi. Là, j'ai encore croisé un journaliste qui m'a dit, je lui disais, je pense quand même qu'avec ce débat-là, on s'est questionné sur le rôle et la place de la viande dans le réchauffement climatique. Et il me dit, maintenant je pense que même les barbecues quand ils sont allumés, ils pensent à ça.
Et tout ça pour dire que, en fait, quand on veut renverser vraiment le système, il va falloir mettre en lumière ce qui est caché de notre système. Et par exemple, le truc du virilisme de la viande, c'était quelque chose qui n'était pas apparent aux yeux des gens. Et finalement, quand on le met sur la place publique, eh bien, non seulement on regarde ce qui fait le barbecue, puis on se rend compte quand même que c'est des mecs. Et on regarde qui mangent de la viande, on se rend compte quand même que c'est des mecs. Et même si on va un tout petit peu plus loin, on se rend compte que par exemple, un des motifs des Trumpistes pour se reconnaître, c'est de se prendre en photo devant un barbecue. Donc en fait, vous voyez, c'est presque une construction politique en fait. Et de les envoyer. Et après, et donc, mais alors ça aussi c'est autre chose qu'il faudrait peut-être dire sur l'écoféminisme, c'est que être écoféministe en politique, et je viendrai après à l'Assemblée, mais être écoféministe en politique, c'est aujourd'hui ce que je peux dire, c'est être massivement, mais vraiment dans des proportions hallucinantes, harcelé de manière quotidienne, jour, nuit, vacances, sans aucun jour férié, et vraiment c'est un harcèlement d'une ampleur que même moi, je suis encore surprise de l'ampleur qu'il peut avoir. J'ai croisé plusieurs chercheuses qui m'ont dit que j'étais probablement aujourd'hui la femme la plus harcelée d'Europe. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit pour mériter ça, quoi ? Et en fait, j'ai juste dit que oui, quand on mange de la viande, eh bien, il y a des représentations sociales de cette viande et que oui, ça n'est pas neutre que de manger de la viande. C'est le résultat d'une construction sociale que nous devons interroger si nous voulons faire la transformation écologique. Et ça ne mérite pas... Rien de tout cela ne mérite le harcèlement de l'ampleur que je subis. Mais j'ai envie de vous dire que si nous voulons gagner, il va falloir aussi que nous n'acceptions plus non seulement ceux qui envoient des photos de viande, et que nous n'acceptions plus nous-mêmes de manger de la viande, et particulièrement quand elle vient des élevages intensifs où les animaux sont dans des conditions incroyables et que notre changement du rapport au vivant, c'est aussi de regarder ça. Mais on ne changera le monde aussi que si on n'accepte plus que simplement pour avoir dit ça, on puisse être harcelé pendant 2 ans, avoir des menaces de mort régulières, avoir des menaces à son domicile, avoir des menaces dans sa famille, et que là, on a un problème, les amis. Vraiment, en fait. Et j'ai envie de vous dire qu'une société écoféministe, elle commence déjà par nous. C'est-à-dire qu'on s'entraide et qu'on y aille à la bataille. Parce qu'ils ne vont pas nous laisser. Pourquoi ils marcellent comme ça ? Eh bien parce qu'en fait, ils ont des intérêts économiques derrière. Il y a des intérêts économiques majeurs. Et donc en fait, si on veut renverser ces intérêts économiques, eh bien, il faut rompre aussi avec les processus qui consistent à isoler une personne et à la faire passer pour folle, mais qu'on montre que c'est un mouvement social d'une ampleur inédite, d'une force qu'ils ne pourront pas arrêter. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne le voit pas complètement. Et je vous invite vraiment à ce que ce mouvement-là se lève et que oui, nous nous revendiquions tous et toutes, même si nous ne connaissons pas l'exégèse de tous les textes écoféministes, mais que nous nous revendiquions haut et fort et fièrement écoféministes, parce qu'il n'y a pas d'autre avenir que celui-ci. Pour rebondir sur le harcèlement sur les réseaux sociaux, et par rapport, du coup, moi, sur le sujet sur lequel je travaille, qui est l'énergie et renouvelable et nucléaire, il y a systématiquement des déferlements de haine, de trolls sur les réseaux sociaux qui visent à bâillonner notre parole. Et ça marche. Ça marche. Alors, moi, je m'arrête pas de parler, tu ne t'arrêtes pas de parler, nous, on ne s'arrête pas. Mais en fait, il y a des personnalités de la société civile qui ne sont pas du tout qui ne prônent pas du tout l'énergie nucléaire et qui savent très bien qu'en étant écologiste, on ne peut pas être pro-nucléaire, mais qui ne diront jamais sur les réseaux parce qu'ils ont peur de ces déferlantes de haine et qu'ils ne veulent pas s'en encombrer. Donc, en fait, ils tournent la tête. Et ça, c'est d'une violence extrême et c'est l'application de ce système oppressif et de bâillonnement.
Et ça, voilà, je ne vais pas donner des noms parce qu'on n'est pas là pour faire ça, mais parce que ça n'a aucun sens, mais juste pour vous dire que ce qu'ils font et la violence qu'ils exercent sur nous, ça fonctionne. Et donc c'est pour ça qu'on ne doit vraiment rien lâcher. Et on est dans un moment où on ne peut plus vraiment se revendiquer climato-sceptique, hein, ça passe quand même pas plus très bien. Même si on a encore, hein, bien sûr. Mais vu qu'on est dans le choix des solutions, des fausses solutions, celles qui amènent des problèmes énormes à côté ou qui restent complètement dans le carcan du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat, ou des solutions qui permettent vraiment de changer de paradigme, en fait, on assiste à ce que moi j'appelle, en référence à Naomi Klein, le capitalisme du désastre. C'est-à-dire que, eh bien, là, aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique, on doit baisser les émissions de gaz à effet de serre, donc on va l'utiliser pour développer notre industrie nucléaire. Et donc, on assiste à ça, c'est un moment de faiblesse et en fait, ils surfent sur la vague de ce qui fonctionne en ce moment comme argument pour que les lobbies arrivent à leur fin et continuent à engranger des dividendes trimestre par trimestre parce que c'est une vision complètement court-termiste et l'intérêt général ne compte absolument pas dans ce qui est pris en compte. Et on assiste à ça pas seulement au niveau français, au niveau européen, c'est une bataille permanente dans les textes, et au niveau international, dans tous les gouvernements de droite qui commencent à être dans le technosolutionnisme. Et ça, c'est quelque chose, c'est contre ça aujourd'hui qu'on lutte, et on a besoin de se donner beaucoup de force, comme tu l'as dit, pour rester forte et pour avancer, quoi. Là, je suis une militante trans écologiste de Strasbourg. Alors j'ai une double question du coup. La première, ça va être sur le rapport entre l'écoféminisme et le mouvement trans. Quand on voit notamment aux États-Unis justement que cette question anti-genre, anti-trans, elle a complètement politisé tout le débat et qu'en rentrant par cet axe trans, on vient remettre en cause tous les droits jusqu'au droit des femmes et le droit à l'avortement aux États-Unis. Est-ce que du coup l'écoféminisme doit s'emparer de cet enjeu trans et est-ce que il a réussi à s'emparer de cet enjeu trans? Ça c'est ma première question. Et la deuxième, quand j'entends la définition de l'écoféminisme comme remettre en question notre rapport à la planète et aux autres, qu'ils soient humains ou non humains, et abolir du coup et le patriarcat et le capitalisme, ma question c'est quelle est la différence entre l'écoféminisme et l'écosocialisme dans ce cas? Merci de vos interventions. Moi, j'avais une question pour Aminata. Je ne sais pas si dans le rapport, vous parlez aussi de la question de l'impact des pollutions différenciées sur les femmes, et que ce soit la pollution qu'on respire tous, mais aussi celle liée à des produits qui sont davantage utilisés par les femmes, que ce soit les cosmétiques ou bien même les produits ménagers, liés à certaines professions qui sont majoritairement occupées par les femmes. Parce que je pense que c'est aussi cette question de la santé environnementale, c'est un angle hyper important dans l'écoféminisme et ce serait intéressant de vous entendre là-dessus. Et le deuxième sujet que je voulais soulever aussi, c'est que je crois que c'est toi Sandrine qui parlait de la question du système de valeurs en fait, et que tout l'écoféminisme c'est un véritable renversement du système de valeurs dans lequel on évolue, et c'est pour ça aussi qu'il est aussi violemment attaqué. Et je trouve qu'il y a un des enjeux de ce changement, au-delà de la question environnementale et des comportements pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi comment dans par exemple les professions et la valorisation qu'on accorde à certaines professions, on fait évoluer aussi ce système de valeurs. Et je pense notamment aux métiers très féminisés qui sont sous-rémunérés, notamment dans le milieu du soin, de l'éducation, qui sont majoritairement donc occupés par des femmes et qui sont des métiers auxquels la société accorde très peu de valeur sur le plan monétaire et même d'ailleurs du coup sur le plan symbolique. Et je pense que la revalorisation de ces métiers et d'en faire un combat, c'est aussi une manière de porter l'écoféminisme comme changement de système de valeurs et de se dire peut-être que valoriser les métiers du soin et du lien, c'est aussi une manière justement d'accorder de la valeur à ceux-là et à ces actes-là, et d'en accorder peut-être un petit peu moins à des métiers qui sont plus émetteurs en gaz à effet de serre, parce que c'est aussi des métiers qui par ailleurs n'émettent pas ou très peu de gaz à effet de serre, et qui par ailleurs aussi permettent de construire une autre société que des métiers majoritairement masculins, pour être schématique. Merci. En lien avec la première question, à vous écouter, Madame Boyer, et puis même Sandrine, etc., j'ai fini par me poser la question, mais c'est quoi la différence entre
ce que je porte en tant qu'écologiste, mec, vieux, 60 ans, etc. Et puis ce que vous nous dites de l'écoféminisme. Moi, je vois pas de différence. Alors, merci pour le rappel historique sur... Mais j'ai bien noté, vous avez dit, les luttes antinucléaires ont aussi été féministes. Ça veut bien dire que la différenciation entre l'écoféminisme et puis l'écologie, les luttes antinucléaires, elle n'est pas claire parce que, encore une fois, moi je me retrouve sur ce que vous avez dit, je me retrouve sur votre discours anti-sachant, enfin pas anti, pardon, oulala. Mais ces sachants nous emmerdent et les gens qui défendent la technologie sont insupportables. Je me retrouve aussi, toute proportion gardée, Sandrine, et je ne nie pas les attaques virulentes personnelles que tu as essuyées ces dernières années, mais très franchement, ma toute petite expérience de militant écologiste, quand je me mets sur Twitter, ça m'arrive de moins en moins, mais quand je m'y mets et que j'attaque soit les soi-disant sachants agriculteurs de la FNSEA contre pesticides et compagnie, soit les défenseurs du nucléaire, mais je prends aussi, alors c'est pas un tombereau, toi tu reçois des tombereaux, moi je reçois à peine une dizaine de réponses, mais tout aussi dévalorisantes, etc. Donc, encore une fois, pardon, mais le féminisme là-dedans, merci du rappel historique, mais essayez de nous définir un peu plus. Moi, je suis paumé, là. En plus, ma génération n'était pas très féministe, j'avoue, j'ai appris beaucoup. Alors, je parle pour moi. Excusez-moi, mais dans la cour de récréation, quand j'avais 15 ans, non, ma génération n'était pas très féministe, même s'il y avait des gens qui l'étaient déjà, et bravo. Donc moi, j'ai beaucoup appris depuis un certain nombre d'années. Merci de vos précisions. On ne s'intéresse pas juste au climat, mais on s'intéresse également aux désordres environnementaux, on s'intéresse à la santé aussi, la santé des femmes. Voilà, les femmes de ménage, par exemple, qui respirent régulièrement les effluves des produits chimiques qu'elles utilisent. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on a aussi observé, c'est que voilà, la santé des femmes pouvait être impactée, les conditions de travail des femmes dans l'emploi, par exemple, pour les femmes qui travaillent à l'extérieur ou dans l'industrie, les équipements étaient adaptés, ou la hauteur des outils, des instruments étaient adaptés à la morphologie des hommes, ce qui rendait, et donc elles n'étaient pas adaptées à celle des femmes qui devaient faire des efforts supplémentaires pour utiliser des instruments faits pour les hommes. Voilà, et sur les pollutions, alors... je disais, c'est aussi un enjeu de pauvreté. Les familles les plus pauvres en France, ce sont souvent les familles monoparentales. 80% de ces familles-là sont des femmes et vivent dans les quartiers populaires, dans les HLM, qui sont généralement à proximité des usines, du périphérique, des axes routiers. Donc, en tout cas, c'est aussi un enjeu qu'on explore. Et sur ce que tu disais sur le genre, enfin nous justement on a fait un rapport sur les inégalités de genre pour ne pas exclure, on explore, on revient un petit peu sur l'intersectionnalité. Après je dirais pas qu'on a développé spécifiquement sur la question transgenre, mais on voulait pas fermer, et donc on parle pas d'égalité femmes-hommes par exemple, on parle vraiment d'inégalité de genre. Est-ce que Pauline Antoine, tu veux... Alors sur la question trans, il n'y a pas de sujet en fait. C'est-à-dire que, enfin, à mes yeux, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que Françoise d'Aubonne, qui est celle qui a inventé le mot écoféminisme, et qui était écolo, d'ailleurs, elle était chez les Verts. On se souvient de René Dumont, on se souvient moins de Françoise d'Aubonne. Et donc ça, je fais un pont pour te dire, tu vois, j'ai l'impression d'être écologiste et d'avoir déjà tout fait, mais par exemple, tu vois, Françoise d'Aubonne, on se souvient plus tellement dans notre histoire de partie le rôle qu'elle a joué. Donc ça, c'est un sujet. Sur la question trans, Françoise d'Aubonne, dans son livre l'écoféminisme, le féminisme ou la mort, imaginez, je sortirais un livre comme ça aujourd'hui, le féminisme ou la mort. J'adore ce titre. Donc Françoise d'Aubonne, elle écrivait que en fait la seule manière d'atteindre une égalité parfaite, c'était de dépasser la question du genre et de ne pas se positionner en deux catégories qui se confrontent pour avoir l'égalité. Et en fait, alors, je pense qu'elle a raison sur l'objectif et que par contre il faut aussi se revendiquer pour pouvoir avancer, quoi. Voilà. Mais ceci dit, le dépassement du genre, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est extrêmement important.
Et je voudrais dire ici que je remercie le mouvement trans, mais aussi tout ce qui est autour, par exemple, je sais que ce soir il y a Drag Race, autour des drag queens, des drag kings, etc., qui permettent de flouter les questions de genre, de fluidifier le genre. Et en fait, je dis à toutes les personnes qui ont peur de ce mouvement trans, au contraire, c'est une aide précieuse pour nous que de ne pas poser les termes uniquement du débat en termes de X ou de Y, de chromosome X ou de chromosome Y. Et précisément fluidifier ces frontières, c'est nous permettre de penser le genre autrement. Et merci pour cette aide, parce que tant qu'on reste dans des catégories, on n'y arrivera pas en fait. On sera prisonnier d'une forme de course à la courte échelle comme ça pour savoir qui aura le plus gagné. Et les personnes trans nous permettent de dépasser ça. Donc merci pour ça. Après, sur la question on est écologiste, on est déjà tout, alors la réponse c'est non. Voilà, je vais le dire de manière assez simple et claire et politiquement absolument pas correcte. Mais en fait, le mouvement écologiste a toujours eu une connexion assez forte avec le mouvement féministe. Mais tout n'a pas toujours été pensé ensemble, et surtout tout n'a pas toujours été pensé de manière systémique. Et en fait, c'est à mon avis l'étape que nous avons à penser ensemble, c'est de nous dire que on doit travailler le caractère systémique des oppressions et que personne précisément n'est complètement, comment je pourrais dire, vierge d'oppression ou innocent d'oppression, je ne sais pas comment l'exprimer. Et qu'en fait, penser les oppressions dont nous sommes nous-mêmes les auteurs et les autrices, dont nous sommes nous-mêmes les témoins passifs, ou dont nous sommes nous-mêmes des espèces de complices implicites par manque de conscience de ces oppressions, eh bien, c'est déjà faire une avancée vers l'écoféminisme. Et s'imaginer que nous sommes exempts de ça, c'est conforter le système de domination dans lequel nous sommes. Donc en fait, c'est un travail presque quotidien. J'ai envie de dire que c'est une discipline quotidienne et que personne, et on l'a vu d'ailleurs avec les polémiques qui ont animé ces journées d'été ces derniers jours, personne n'est complètement en dehors d'un système d'oppression et peut se dire parfait sur les systèmes d'oppression, moi comprise. Poser les choses comme ça, c'est ne pas se poser en se disant c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout compris et les autres sont à éduquer, mais c'est se dire que c'est un processus à la fois personnel et collectif et qu'en fait il faut aussi accepter l'imperfection, mais il ne faut pas accepter l'absence de progrès dans ce système-là et accepter toujours des gens qui sont en progrès et qui veulent comprendre, mais par contre les obliger quand même à bouger sur les positions de domination sociale et encore une fois vis-à-vis de la planète, parce que je redis que dans l'écoféminisme, il y a certes entre les humains, mais il y a aussi vis-à-vis de la planète et notamment vis-à-vis des animaux dont aujourd'hui on ne s'est pas complètement emparé de ce sujet, de savoir comment on traite les non-humains de la planète. Et nous avons encore une position qui est certes très spéciste, mais aussi qui ne va pas au bout de la réflexion sur ce qu'est un animal dans un écosystème et sommes-nous nous-mêmes des animaux dans un écosystème. Typiquement, René Dumont, par exemple, avait refusé de rentrer dans une salle parce qu'il y avait un panneau disant « interdit aux animaux ». Et il avait dit « moi, je rentre pas dans la salle parce que je suis un animal ». Et bien, en fait, voilà, on a encore à travailler sur l'ensemble de la chosification, de la réification dont nous avons besoin pour nous enrichir. Et c'est cela vraiment sur lequel il faut que nous avancions. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on va vers le retour à la bougie ou à la miche ou je ne sais pas quoi. Ça veut juste dire qu'on ne continue pas dans un système dont toute la structure n'a qu'un seul effet,
c'est de mettre en danger notre propre espèce au point qu'elle ne pourrait plus vivre sur cette planète. Et que ça, c'est de la stupidité. Et que par contre, réfléchir à nos rapports aux autres, ça, c'est de l'intelligence. Je ne sais pas si tu voulais parler du métier du care. Alors oui, sur les métiers du care, bah oui. Enfin, en fait, c'est pour ça que la dimension de changement systémique et de changement de paradigme est importante. C'est que dans cette nouvelle société qu'on veut bâtir, à quoi on donne de la valeur et de quoi on a besoin, nous, en tant qu'êtres humains, pour être heureux et pour vivre de manière digne sur cette planète. Donc c'est préserver la biodiversité, se remettre au sein de l'écosystème pour être en interaction vertueuse avec l'écosystème. Et c'est nous, entre nous, l'entraide, le soin, c'est quelque chose qui fait partie, c'est le plus important en fait dans la vie. Et or, aujourd'hui, les critères les plus importants, c'est les critères économiques, ce qui est un non-sens total. Et donc, il y a des initiatives de différentes associations qui travaillent sur la réflexion de qu'est-ce qu'un travail, qu'est-ce qu'un emploi. Il y a par exemple le projet Territoire zéro chômeur longue durée qui propose d'embaucher les gens dans une entreprise à but d'emploi. Et en fait, on embauche les gens et on voit, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je sais tricoter, ok, on va tricoter à côté d'une personne qui est à l'hôpital, qui a besoin de compagnie, et en fait on est payé pour ça, parce que ça a beaucoup de valeur. Et c'est des moyens, c'est des moyens de complètement creuser tout au fond en se disant, mais d'où est-ce qu'on repart pour créer des activités rémunérées à la hauteur de ce qu'elles contribuent à la société. Et voilà, et ça fait pour moi partie du programme, du programme de la vision qu'on défend, et mais qui est très subversive. Et donc même ça, qui est un système, ce projet-là, qui est un système qui est très vertueux, on bataillait pour faire passer la loi à l'Assemblée nationale, qui est quand même passée, etc. Mais voilà, donc rien n'est acquis, mais tout est à repenser. On en avait pas mal parlé au moment des retraites aussi, sur les critères de pénibilité. Ouais, tu voulais répondre sur ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a des critères de pénibilité comme l'exposition aux produits toxiques qui ont été retirés dans la réforme des retraites, alors qu'on sait que c'est beaucoup des femmes de ménage, des métiers féminisés qui sont exposés à ça. Et aussi tous les métiers, par exemple, le fait de porter des charges lourdes, on en parlait sur le fait que ça, c'est beaucoup de métiers en lien avec le fait de la garde d'enfants et de porter des enfants, par exemple. C'est pas considéré comme quelque chose qui est pénible. Donc il y a beaucoup de choses comme ça en fait où on minimise tout ce qui est de l'ordre des métiers féminisés, et qu'il faut vraiment repenser cette valorisation de ces métiers. Mais donc je pense peut-être Sandrine, tu voulais en dire deux mots? Sur les métiers du care, il y a vraiment un truc qui est... Voilà, ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles pour une grande partie des métiers du care. Ce sont des femmes pour une grande partie de ces métiers du care. Si on regarde par exemple les aides aux personnes âgées, c'est plus de 86% de personnes qui sont des femmes. Si on regarde les femmes de ménage, c'est 96% qui sont des femmes. Donc ce sont des métiers qui sont très difficiles. Quand Emmanuel Macron, encore lui, décidément, a retirer des critères de pénibilité le port de charges lourdes ou l'exposition aux produits chimiques, et bien typiquement par exemple une femme de ménage, non seulement elle porte des charges lourdes puisqu'elle peut déplacer des meubles, ou si elle aide à la personne, soulever des personnes, mais elle est aussi très exposée aux produits chimiques, et ça on n'en parle pas suffisamment. Le sang des femmes de ménage par exemple possède plus de produits chimiques qu'un ouvrier de la chimie, parce qu'en fait quand vous mettez du canard WC dans une maison puis dans une autre, et en plus ce sont des métiers où il n'y a pas de CHSCT, où il n'y a pas d'inspection du travail, où il n'y a pas de contrôle des conditions de travail, pas d'équipement de sécurité. Donc en fait, elles sont extrêmement
extrêmement exposées à des risques comme celui des produits chimiques. Et quand on interroge, alors, évidemment, sur par exemple les femmes de ménage sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé en tant que chercheuse, il y a plus des 2/3 des 3/4 des femmes de ménage, plus de 75% d'entre elles, qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Et quand on interroge sur les employeurs, sur les critères sur lesquels ils embauchent ces femmes de ménage, eh bien, ils vous disent parce que les femmes, elles savent prendre soin, parce qu'elles savent faire le ménage. Et donc, en fait, on a une essentialisation des compétences liées au ménage. Et en fait, c'est typiquement ça l'écoféminisme, c'est de dire qu'on essentialise les femmes sur ce qui est le moins valorisé dans la société, que ça permet de les exploiter et de moins les payer, alors même qu'au contraire, les valeurs de care, de soins auxquelles on a été consigné, dans lequel on a été enfermé, eh bien aujourd'hui sont des valeurs absolument essentielles du monde d'après. Donc en fait c'est cela aussi l'écoféminisme, c'est utiliser les discriminations subies depuis des siècles finalement comme des forces pour se dire que c'est aussi les valeurs essentielles d'un monde futur et que quand il s'agit de prendre soin, quand il s'agit de sobriété, quand il s'agit de prendre soin de la vie, eh bien les femmes, parce qu'elles ont été assignées à des rôles genrés, ont une conscience aiguë de la manière de faire. Et parce qu'elles ont été assignées socialement. Oui. Sur l'écosocialisme, alors je vais pas dire... Enfin, je ne vais pas critiquer l'écosocialisme, mais pour moi, ce qui est très important dans l'écoféminisme, c'est quand même une critique de la technique, une critique de la technologie, une critique du productivisme. Et en fait, il n'y a pas, pour moi, d'avenir dans un productivisme. Et c'est tout le système de valeurs que nous devons renverser, c'est-à-dire que nous sommes bercés, baignés, imprégnés de valeurs où il faut toujours faire plus, il faut croître, il faut s'enrichir, il faut dominer, il faut conquérir, il faut de l'expansion, là où on doit retrouver de la coopération, de la solidarité, du respect et de la sobriété. Et en fait, vous voyez que c'est un basculement complet qu'il nous faut faire de valeurs. Et en fait, on ne peut pas imaginer continuer à croître dans la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Et l'essentiel de notre réflexion devrait être aujourd'hui de quoi avons-nous absolument besoin ? Quels sont les besoins absolument essentiels que l'on doit assurer ? Est-ce que c'est l'école ? Est-ce que c'est la mobilité ? Est-ce que c'est l'alimentation ? Est-ce que c'est l'énergie ? Ou est-ce que c'est la consommation dans un supermarché ? Et en fait, une fois qu'on aura, de manière démocratique, choisi ce qui était essentiel, alors il nous faudrait aujourd'hui mettre tous nos moyens pour assurer l'essentiel. Assurer de l'eau, assurer de la nourriture, assurer un logement, assurer des conditions de vie qui soient décentes à tout le monde. Après, si vous n'avez pas la dernière chemise ou si vous n'avez pas un objet quelconque, eh bien en fait, ça c'est du superflu. Et d'une société du gaspillage et du superflu qui a été la société qu'on a construite après-guerre et dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, il nous faut revenir à une société de l'essentiel et de la frugalité, c'est-à-dire accepter le fait de se contenter de l'essentiel. Et là-dessus, voilà, je ne suis pas sûre qu'on se rejoigne totalement avec l'écosocialisme sur ce plan, mais je pense qu'on ne peut pas continuer à imaginer prélever autant sur la planète que nous le faisons aujourd'hui. Ce qui est en jeu aussi, c'est la question de comment on mesure notre production de richesse finalement. Qu'est-ce qui produit de la richesse aujourd'hui ? La production de richesse, elle n'est mesurée qu'à l'aune de ce qu'on produit. C'est le principe même. Et effectivement, les métiers du care, en réalité, dans l'économie productiviste, elle ne produit rien. On n'achète rien à la fin, il n'y a pas un produit. Et donc, voilà, je voulais juste compléter un peu cette vision aussi de la question qu'il y a vraiment à se poser sur ce qu'on appelle de façon un peu techno les indicateurs de richesse. Mais normalement, en fait, c'est hyper important de réfléchir à ça quand on veut changer tout ce système et tout ce système de valeurs. Voilà, pardon, c'est pas une question. Deux choses, mais je serai très bref. La première, je demanderai à Aminata si on peut nous écrire le titre exact de ce rapport et puis sa date pour qu'on puisse se le procurer. Ok, si c'est posé là, je l'écris là. Ok, ça marche. La deuxième chose, c'est, on dit écoféminisme. Le MLF disait un enfant, si je veux, quand je veux. Je voudrais savoir aujourd'hui, dans les gens, les femmes en particulier, qui se réclament de l'écoféminisme, quelle est la part
de l'IVG et quelle est la part de la contraception? Est-ce que ce sont des revendications égales ou est-ce qu'il y en a quand même une qui est privilégiée? Merci. Absolu. C'est absolu. Pour moi, une écoféministe revendique le droit à toutes les femmes de disposer de leur corps. Une femme qui veut être contraceptée pour éviter une grossesse, elle a le choix et le droit et la possibilité de le faire de manière sécurisée. Je pense que toutes les femmes seront d'accord avec moi pour dire qu'une IVG, c'est un échec. Aucune femme ne va vers cette solution avec le sourire aux lèvres. Donc si une femme doit faire appel à l'IVG pour des contraintes totalement personnelles, elle doit avoir la possibilité de le faire. Voilà. J'avais une question pour, même si j'étais... Oui, donc je vais parler un petit peu plus fort. J'avais une question pour Aminata sur le rapport du CESE, et ça revient un peu sur les questions du CARE. C'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure que les métiers de la transition étaient surtout portés par des hommes. En fait, aujourd'hui, qu'il y avait peu de place en fait pour les femmes dans les métiers de la transition, c'était une des choses trouvées, en tout cas par le rapport ou par les études qui avaient été conduites. Je me demande, alors je vais essayer de faire plus fort, mais c'est un peu difficile, il fait chaud et j'avoue que j'ai mal à la gorge. Mais du coup, sur en fait la manière de considérer ces métiers verts, est-ce qu'il n'y a pas déjà en fait un prisme qui fait qu'on ne considère pas les métiers du CARE comme des métiers verts? Puisque si en fait on sort du productivisme, comme l'a dit Sandrine Rousseau, si en fait on assume que l'écologie est forcément décroissante, que l'écologie en fait c'est réellement être dans la sobriété et dans le prendre soin, alors à ce moment-là ces métiers sont essentiels. Et donc en fait comme on sait qu'ils sont à plus de 80% occupés par des femmes, je m'étonnais un peu de cette conclusion du rapport qui avait un peu un prisme techno-solutionnisme pour moi. Et enfin la dernière chose, et c'était peut-être un peu une remarque par rapport à ce qu'avait pu dire Lou, en effet les luttes trans pour moi sont essentielles, en tout cas dans l'écoféminisme. C'est pas une question mais plutôt une remarque. On sait que c'est en fait la partie en fait de la communauté LGBTQIA+ qui a aujourd'hui le moins de droits. Et en fait quand on s'attaque à ces droits-là, en effet c'est la porte ouverte vers tous les autres droits. Et c'est vraiment la porte d'entrée de l'extrême droite vers en fait attaquer et revenir dans tous ces systèmes d'oppression les uns après les autres, faire tomber en fait les droits les uns après les autres. Et si on n'est pas solidaire en fait des personnes trans, je pense que on se met nous-mêmes en danger et on met toutes les luttes qu'on construit aujourd'hui et qu'on a pu construire en danger. Ça nous apparaît une bizarrerie que en fait c'est un observatoire national des métiers de l'économie verte qui fait une classification. D'ailleurs, je ne voulais pas citer, mais une des recommandations qu'on fait, c'est qu'elle revoie un peu sa grille de classification. Et donc, il considère les métiers verts et verdissants comme les métiers qui ont un rapport écologique, par exemple jardinier ou ce genre de choses, et les métiers de verdissants, c'est-à-dire concernant les secteurs d'activité qui doivent faire leur transition écologique. Mais c'est vrai qu'en miroir aux métiers vertueux et qui ne dégradent pas l'environnement, c'est vrai que ça les exclut de ce truc. Et il y a plein d'écueils dans leur on va dire dans leur codification, parce que par exemple la finance ne fait pas partie de ces métiers qui doivent faire leur transition écologique, alors qu'elle finance toutes ces économies qui ont des effets délétères. L'agriculture non plus n'est pas concernée, etc. Donc une de nos recommandations, c'est de changer cette grille de lecture. Et on avait un échange avec Jeanne Burguin-Goutal qui a aussi écrit là-dessus et qui trouvait que la logique était effectivement inversée, parce qu'on considère que les métiers de la transition écologique, ce sont les métiers qui doivent faire leur transition écologique et enclencher des processus de conversion. Donc c'est vrai que et donc les métiers les plus délétères pour l'environnement sont massivement occupés par et inversement, les métiers du CARE notamment, dont on parle aussi dans le rapport, sont majoritairement occupés par les femmes et déconsidérés, mal payés. C'est vrai que pendant le Covid, on a beaucoup parlé de ces métiers essentiels, etc. Et ils sont sous-payés et suroccupés par les femmes. Et c'est vrai que le proverbe, tous les métiers qui se féminisent sont des métiers qui se paupérisent est terriblement vrai. Moi, je le vois déjà dans la profession d'avocat. Donc mais tu as raison, c'est un écueil de langage, et une de nos recommandations vise à l'adapter, parce que la classification retenue n'est pas conforme à la réalité des métiers en tout cas. Merci. Pauline, est-ce que tu veux ajouter
quelque chose? Non, mais juste pour compléter sur le care, le fait que ce soit des métiers dévalorisés, ça participe à mettre les femmes en position de vulnérabilité. Par exemple, pendant la crise du Covid, ce sont les femmes qui ont été le plus impactées parce que elles sont des personnes aidantes, elles sont les femmes qui sont dans des familles monoparentales, qui ont des enfants à charge, ont été beaucoup plus impactées. Donc il y a un réel enjeu, non seulement dans le développement d'une société future, mais juste aujourd'hui dans le quotidien de changer ça. Donc effectivement, c'est un aspect fondamental de ce pourquoi on doit lutter aujourd'hui. Ajouter quelque chose d'une manière générale, c'est la conclusion, c'est ça? Oui. Pour conclure, d'accord. Pour conclure, qu'est-ce que je peux vous dire? Que la révolution commence, les amis. Et que là, en fait, on est quand même... en dehors de la plaisanterie, on est dans un moment de bascule. Et que le camp rétrograde, le camp nationaliste, le camp extrémiste s'organise. Et regarder les pays dans lesquels ils progressent, c'est immédiatement les personnes LGBTQIA+, c'est immédiatement les femmes, c'est immédiatement les personnes racisées. Et c'est juste après les pauvres qui s'en prennent plein la tronche. Et en fait, tout cela pour préserver une seule chose, c'est les intérêts économiques dominants. Et en fait, nous avons une responsabilité qui est de présenter un autre modèle de société, et un modèle de société qui soit non seulement supportable pour la planète, mais qui en plus offre une perspective d'espoir, d'une vie meilleure, parce qu'on ne la passera pas à juste faire métro, boulot, dodo. Et donc je conclurai par ces mots qui ont aussi fait une polémique. Ayons tous et toutes le droit à la paresse, parce que quand nous sommes paresseux, eh bien nous n'émettons pas de carbone. À Aminata, à Pauline et à Sandrine, merci beaucoup pour vos contributions. Je vous invite à consulter le rapport d'Aminata. Il y a quelques copies qui sont là, vraiment un rapport très riche. Je vous encourage aussi à suivre les travaux de Greenpeace parce que vraiment, toute la campagne d'énergie que vous menez. Je vous invite à lire Par-delà l'Androcène de Sandrine Rousseau, Sandrine Roudot et Adélia Hidebon, qui nous offrent vraiment des clés pour penser le monde différemment et justement peut-être avec douceur, avec écoféminisme. C'est un tout petit livre hyper facile à lire. Et je voudrais aussi vous inviter à rejoindre la commission féminisme. Si vous n'êtes pas déjà adhérent ou adhérente, rejoignez-nous parce qu'on a besoin de vous pour mener ces luttes au sein du parti, au sein de la société et pour abolir le patriarcat.